Donc, les nouveaux services au public, on a parlé de nouvelle citoyenneté. Alors, la citoyenneté, c'est aussi l'exercice d'un certain nombre de droits et donc l'accès à un certain nombre de services. On a vu qu'effectivement, la désertification des campagnes, en matière, on a parlé des épiceries, on a parlé des bars, on a parlé des médecins, évidemment, on va y revenir. Voilà, il y a des réponses sur la table, il y a les MSAP, on va en discuter, on va sans filtre comme d'habitude. Donc, je vais demander à Yannick Imbert donc de revenir vers nous, à Julia Barrel de nous rejoindre, et Bruno Faure est déjà avec nous. Voilà, Julia doit enlever son badge parce que notre photographe déteste les badges, ça fait des reflets. Donc, oui, je l'ai dit en introduction, les maisons de service au public, alors on vous a obligé à rentrer là-dedans. Il y avait un objectif de 1000 MSAP, et il y en a 500 de mémoire, 500 sont des emprises de la Poste. Alors, où on en est, juste pour faire un point là-dessus, parce qu'on a entendu parler des maisons France Service, c'est les poupées russes, comment ça s'articule ? Alors, en fait, on ne nous a pas contraints. Philippe Val, compte tenu de la stratégie qui est la nôtre d'ancrage sur les territoires, a toujours considéré que la contribution du groupe à cette action voulue par les pouvoirs publics était essentielle. On l'a d'ailleurs démontré parce que là où il y avait eu relativement peu de maisons de service au public dans les 10 dernières années, la Poste en a développé 500 en à peine 2 ans. Bon, alors cela étant, vous avez dit tout à l'heure, sans filtre, il faut parler franchement, sinon on ne fait pas avancer les sujets. Pour nous, c'est un sujet de préoccupation parce que nos maisons de service au public, elles ont fait l'objet de critiques. Alors, la réponse facile, c'est de dire il vaut mieux être critiqué pour avoir fait que être critiqué pour n'avoir rien fait, mais il n'en reste pas moins qu'il ne faut pas être sourd aux critiques. Et il y a un certain nombre de critiques qui ont été formulées à l'égard de nos maisons de service au public sur un certain nombre de points que je ne vais pas développer, ça serait très long, mais qu'on a entendu et qu'on entend rectifier. Et donc on entend plus que jamais s'engager dans le nouveau mouvement qui sont les maisons France Service. Et je dis d'ailleurs qu'avant il y avait des maisons de service au public postales et des maisons de service au public non postales, collectivités, associatives, etc. Désormais il n'y aura que des maisons France Service, dont certaines seront opérées par la Poste. Et évidemment, nous souhaitons que la majorité des 500 maisons de service au public qui étaient les nôtres jusqu'à présent reçoivent la labellisation du gouvernement. Les préfets ont jusqu'au 15 septembre pour faire remonter une première proposition de labellisation de MSAP existante, puisque le gouvernement a mis une petite inflexion à l'objectif qui était au départ un objectif quantitatif, oui, et que le Premier ministre a ramené ou recentré à un objectif qualitatif. Ce qui veut dire que dans un premier temps, le sujet est moins de créer de nouvelles maisons France Service que d'augmenter la qualité de service, l'offre de service d'abord, et la qualité de service et l'implantation de ces maisons. Parce que la vérité aussi, c'est de dire que dans un certain nombre de cas, on a répondu plus à des considérations conjoncturelles qu'à une véritable analyse du besoin de nos concitoyens. Et ça rejoint ce qu'on disait sur les nouvelles citoyennetés tout à l'heure. À n'avoir pas su écouter ce qu'étaient les besoins de nos populations, ou pour ceux qui avaient su les écouter, à être elles-mêmes pas trop écoutées, eh bien on a perdu de vue qu'on est là pour servir les besoins de nos populations. Et donc il faut qu'on recentre le dispositif des maisons de France Service autour de ce dont nos concitoyens ont besoin. Voilà. Donc on va s'investir très fortement là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire former nos postiers davantage qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent, et ils seront formés dans le dispositif général que le gouvernement met en place avec le CNFPT. Ça veut dire faire en sorte que dans nos points contacts, dans nos MSAP, il y ait du temps dégagé pour des activités non postales tout autant que pour les activités postales, pour que le citoyen n'ait pas le sentiment qu'il passe systématiquement après celui qui vient retirer un courrier ou affranchir un courrier. Et puis, il faut que nous soyons beaucoup plus partenarial, pour
parler très clairement avec les opérateurs pour faire en sorte que l'ensemble des offres de l'ensemble des 9 opérateurs désormais, puisque je rappelle que se rajoute désormais le ministère de l'Intérieur et le ministère de la Justice, et bien l'ensemble des opérateurs puissent venir répondre aux besoins du citoyen. Donc voilà, on est vraiment totalement investi dans cette affaire. Pourquoi? Parce que, et peut-être terminer sur ce dernier point s'agissant des maisons France Service, au-delà de ça, notre conviction c'est que à 10 ans, aucun d'entre nous ne sera capable de maintenir son réseau tel qu'il existe aujourd'hui. Et que donc si on ne s'engage pas maintenant davantage dans de la mutualisation, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Et dans ce mouvement-là, la Poste dit que si nous pouvons accueillir un certain nombre de partenaires chez nous, on le fait. Si le souhait des partenaires, c'est que nous allions chez eux, nous irons. Et donc, nous nous inscrivons pleinement dans la politique du gouvernement, et notamment voulue par Jacqueline Gouraud, qui est de dire, c'est au maire de définir quel type de maison de service au public, donc de maison France Service, il souhaite. Si son souhait est que ce soit la Poste qui soit l'accueillant, nous le ferons, nous l'avons déjà fait et nous sommes prêts à le faire. Si son souhait, c'est que les activités de la Poste soient transférées dans d'autres structures, on le fera aussi, parce que, encore une fois, la question, c'est pas de savoir combien de maisons France Service Postal, combien de pas postales. Vis-à-vis de nos concitoyens, si on veut maintenir un réseau de proximité, de réponse aux besoins de nos populations, il faut que nous mutualisions nos réseaux, parce que le problème des réseaux, on l'a bien vu, qu'il s'agisse des banques, qu'il s'agisse des assurances, qu'il s'agisse des organismes publics, qu'il s'agisse d'une certaine manière des collectivités territoriales dans la couverture de leur territoire. On a beaucoup de coopération avec, Monsieur le Président, avec des conseils départementaux qui ont souhaité créer des antennes départementales. On a des collaborations avec des conseils régionaux qui ont souhaité créer des antennes territoriales des conseils régionaux dans les départements. On ne va pas parallèlement développer X structures. Chacun ne va pas développer. Et s'il y a un intérêt aux maisons France Service, c'est qu'elles deviennent physiquement et digitalement, pour reprendre la table ronde précédente, eh bien, deviennent les plateformes mutualisées, reconnues par l'ensemble des partenaires, et sans trop chercher à savoir qui a tiré la couverture à lui ou qui s'est plus ou moins positionné. Voilà sur les maisons France Service. Et au niveau des nouveaux services que propose la Poste, est-ce que vous avez en préparation? Bon, il y a Veiller sur mes parents, on y reviendra une seconde. Il y a le code de la route, ça marche très très fort. Enfin, il y a combien de personnes formées? 2 millions. En combien 2 millions de jeunes en à peine 2 ans. 2 millions de jeunes sont passés dans les bureaux de poste, dans les points de la Poste pour passer le permis. Mon Dieu, on a, puisqu'il faut parler entreprise, on a 53-56% de part de marché. Nous ne sommes pas l'opérateur unique et omniscient et omnipotent, mais on est majoritaire sur cela. Et en fait, c'est une bonne illustration du contact avec le citoyen, parce qu'on évoquait tout à l'heure les questions de citoyenneté. Et puisque la Poste est présente sur des dispositifs comme celui-là, nous sommes présents sur des dispositifs du service universel, etc., etc., nous sommes des acteurs de la citoyenneté et nous entendons contribuer à tout ce qu'on définissait ce matin. Mais au-delà de ça, et c'est dans la continuité de ce que je vous indiquais tout à l'heure, en fait, notre problème, il est très simple. Et d'ailleurs, nous avons un dialogue extrêmement fort avec l'ensemble des associations d'élus sur cette question. La vérité de dire qu'à 5 milliards de lettres dans à peine 5 ans, si on ne travaille que sur cette base-là, je le dis, c'est pas une menace, c'est une réalité. On ne pourra pas maintenir le réseau de la Poste. Or, nous voulons le maintenir. Notre stratégie, c'est pas de dire, puisque c'est comme ça, on va fermer, on va se replier. D'abord, la loi, je l'ai rappelé ce matin, ne nous le permet pas. Enfin, une loi, ça peut changer à la limite. Le législateur peut dire demain, les 17 000 points de la Poste, ça sera 10 000 demain. Ça n'est pas notre volonté. Mais donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous devons rester tous les jours pour tous, partout sur le territoire, alors il faut que nous fassions autre chose. Et l'autre chose, ce sont les nouveaux services. Alors, ça peut être la modernisation de l'action publique. Vous venez de citer l'exemple du code de la route. Ça peut être du portage de repas à domicile. Ça peut être de la médiation numérique. Ça peut être du concours à tout ce qui participe de la citoyenneté. Ça peut être la dynamisation du commerce de proximité. Nous développons un produit qui est Ma Ville, Mon Shopping, en liaison avec les collectivités. C'est la collectivité qui contractualise avec nous et qui met à disposition de ses commerçants la possibilité d'être présent sur le commerce Internet.
pour faire en sorte que finalement, le citoyen, plutôt que d'acheter à des grandes centrales ou uniquement sur les réseaux Internet, il achète sur un réseau Internet, mais qui en fait est alimenté en circuit court par les commerçants et voire les producteurs locaux. C'est vrai de l'entretien des infrastructures. On a beaucoup parlé numérique. Si vous voulez développer le numérique, il faut développer la fibre, notamment. Vous ne développez pas la fibre si vous n'avez pas d'exoclés. Les exoclés, vous ne pouvez pas les mettre en place si vous n'avez pas l'adressage. Le service national de l'adressage de la Poste peut, pour toute collectivité, faire ce travail d'adressage, de repérage et de piquetage, parce qu'une fois qu'on a adressé l'ensemble des citoyens, on peut en plus définir physiquement quel est l'endroit où le pylône peut être implanté de manière le plus pertinent. On a d'autres formules qui, dans la salle, il y a certaines collectivités qui nous ont rejoints, dans ce partenariat, je pense à Géoptis, puisque nous avons, pas 50 000 véhicules, mais nous avons 50 000 tournées, dont beaucoup se font avec des véhicules. Donc les véhicules passent de partout. Bon, on les a équipés de deux choses, toutes bêtes, des caméras et des capteurs. Des caméras parce qu'ils mesurent l'entretien de la chaussée, et ça permet au conseil départemental, tous les soirs, d'avoir un état de sa voirie et de savoir, le cas échéant, en termes de programmation, où est-ce qu'il faut intervenir, où est-ce qu'il y a des nids de poules, où est-ce qu'il y a des risques d'affaissement de chaussée, etc. Donc ça, c'est les caméras. Et puis le capteur, c'est la qualité de l'air, évidemment. Et donc, ouais, derrière tout ça, c'est la même idée. Puisque nous sommes et que nous entendons rester partout, tous les jours, pour tous, eh bien, déployons les moyens de le faire. Et puisque c'est de moins en moins le courrier, eh bien, c'est de plus en plus des nouvelles offres de services. Et puis, et ça fait le lien avec l'intervention du professeur Quincalbre dans un instant, il y a évidemment le vieillissement. Alors, je prends une formule qu'emploie souvent Philippe Val, le président de la Poste, il dit le vieillissement, c'est l'avenir de la Poste. Alors, évidemment, la formule est un peu raccourcie, mais quelle est la réalité? La réalité, mais je parle sous contrôle du professeur, je crois qu'il y a aujourd'hui 600 000 nonagénaires, je crois que d'ici 5 à 10 ans, il y en a 1,3 million. D'ailleurs, on aspire tous à cela. Les centenaires deviennent un non-événement. On a tous connu nos journaux locaux où on fêtait le centenaire dans la maison de retraite de Saint-Amand, les Eaux ou autres. Aujourd'hui, c'est un non-événement. Donc, et d'ailleurs, c'est heureux pour nous. Et donc, quand on dit pour nous, c'est un avenir, c'est parce que ce besoin de proximité, de réponse à cette population âgée va devenir prégnant. Alors, évidemment, il y a eu la mesure emblématique, l'action emblématique, qui, en termes de communication d'ailleurs, a été très efficace, et honnêtement, à ce stade, plus efficace en termes de com qu'en termes de réalité de chiffre d'affaires, mais les chiffres nous laissent espérer des progressions rapides. C'est c'est l'opération ou le produit veiller sur mes parents. Mais c'est parti d'une idée toute bête, c'est que dans un monde où l'individualisme est forcené, où on sait tout juste, non pas ce que fait le voisin, mais qui est le voisin, qui, plus qu'un facteur, est capable de dire « c'est bizarre, depuis 3 jours, les volets de tel appartement ou de telle maison sont fermés ». Donc c'est parti de cette idée simple que puisqu'on passait partout, on était les mieux pour dépister. Et quand je dis les personnes âgées, c'est du dépistage de précarité. On travaille avec la secrétaire d'État au handicap parce qu'il y a aujourd'hui des situations d'handicap non repérées avec des gens qui ne connaissent pas leurs droits. On a des gens sans emploi, les fameux NEET notamment, qui ne sont pas forcément repérés. Donc, puisqu'on passe chez les gens, autant essayer de le valoriser. Et puis, dernière chose, sur le vieillissement de la population, on a un immobilier. Cet immobilier, il faut qu'on le reconvertisse, puisque par définition, quand on réorganise notre réseau, on libère des locaux. Alors, il y a 2 façons de réaliser son immobilier. Quand le marché est porteur, c'est de le vendre. Et on en est très heureux, ça peut nous rapporter par moment de très grosses sommes. Quand vous vendez un immeuble rue de la Boétie dans le 8e arrondissement, ou que vous restructurez l'historique poste du Louvre, où chacun, à minuit moins 2, allait porter sa déclaration d'impôt, et ça donnait l'occasion de boire une coupe de champagne. Évidemment, pour nous, ce sont des opérations à la fois de maintien de nos services, mais dans des logiques où, par exemple, la poste du Louvre, la fameuse poste du Louvre, historique, hein, on vient de fêter le 75e anniversaire de la Libération, c'est un des lieux de la résistance et de l'insurrection parisienne. Ça va devenir un hôtel 5 étoiles, ça va devenir des crèches, ça va devenir des commerces, et puis quand même, on laisse un bureau de poste de 400 mètres carrés en rez-de-chaussée. Donc ça, c'est notre première façon de réaliser, c'est qu'il y a un marché porteur. Il y a honnêtement plein d'endroits où il n'y a pas de marché porteur. Que fait-on ? On ne va pas faire des friches.
Eh bien, il nous faut travailler avec la collectivité locale pour réfléchir au devenir. Et une des pistes que nous poursuivons, et nous avons aujourd'hui 40 projets en France, ce sont les résidences seniors. Alors, on ne va pas s'inventer spécialiste de la dépendance, ou désormais on ne dit plus dépendance d'ailleurs, on dit accompagnement, ce n'est pas notre métier. Par contre, notre métier de reconvertir notre immobilier en résidence senior, dans lesquelles ensuite d'autres prestataires peuvent intervenir dans le cadre de l'accompagnement de la personne âgée, ça peut être une piste. Et donc, là aussi, on n'attendait pas forcément la Poste, ce n'est pas notre métier initial, mais dans nos nouvelles offres de services, nos façons de rester ancrés sur le territoire, eh bien, le vieillissement de la population, c'est aussi une possibilité à la fois de maintien sur le territoire, et puis encore une fois, nous sommes une entreprise de compenser les pertes de chiffre d'affaires que nous n'avons plus sur courrier. Merci Yannick Imbert. Alors je vais vous faire de la peine parce que le professeur Saint-Calbre ne sera pas en mesure de nous rejoindre dans les temps. J'espère ne pas avoir dit de bêtises pour autant sur les chiffres. Il est empêché. Non, mais il est toujours très bienveillant et il aurait effectivement corroboré votre analyse, parce que le vieillissement de la population, c'est aussi un des accélérateurs de cette question du besoin d'accès aux soins. On va en parler avec Bruno Faure, qui a déployé Cybercantal Télémédecine, et puis avec d'abord Julia Barrel, directrice de projet chez Alrena Smart Medicase, qui va nous présenter sa solution pour aller au plus près des territoires grâce au numérique, et finalement... je ne dirais pas remplacer les tournées des médecins de campagne, mais en tout cas contribuer largement à désengorger nos urgences. Merci beaucoup, bonjour. Alors, avant toute chose, si la Poste cherche des ponts intéressants, on peut se parler, parce qu'effectivement, je suis désolée, c'est mon réflexe start-up. Alors, Alrena, il faut savoir que déserts médicaux et pénurie de médecins sont des expressions alarmantes, forcément, depuis plusieurs années, même si ça fait seulement 6 mois que ça inquiète les médias. Et il y a 4 ans, se sont réunis des professionnels de la santé, des professionnels des radiocommunications. Alors dans les professionnels de santé, il y a entre autres un médecin urgentiste qui est aujourd'hui responsable du service d'urgence de l'hôpital de Périgueux, et une personne qui a été sapeur-pompier bénévole, qui a été secouriste, qui a passé plus de 30 ans en tant qu'assistant de régulation dans un SAMU, et qui sont arrivés avec l'envie de solutionner cette problématique-là, enfin ces problématiques-là, et qui, pour ce faire, ont créé la société Alrena. Alors, ils étaient évidemment conscients que des contraintes multiples des professionnels de santé, ils étaient conscients de la dangerosité pour les patients d'un système de santé qui soit saturé, des dispositions technologiques qui étaient à leur portée, et du nombre alarmant de postes vacants de médecins, parce que je rappelle qu'aujourd'hui, on est à 30% de médecins manquants, ce qui représente à peu près 19 000 médecins. Et quand un médecin sort de la fac, il y en a 3 qui partent à la retraite. Il y en a à peu près. Et en plus, la moyenne d'âge est très alarmante, puisqu'on est entre 55 et 70 ans pour les médecins qui sont aujourd'hui en poste. Donc quoi qu'il arrive, il va y avoir un moment où on va se retrouver dans une très très grande difficulté. Et ils ont donc imaginé, ces gens-là, et développé une solution qui permettrait à chacun, donc quelle que soit sa zone de résidence, de pouvoir recevoir des soins si nécessaire, et en même temps, de l'autre côté, de pouvoir préserver ceux qui se battent au quotidien pour préserver la vie. Et cette solution, elle s'appelle Smart Medicase. C'est une espèce de clé technologique qui va permettre une prise en charge médicale d'un patient quand on parle de médecine ambulatoire, ou d'un blessé si on parle de médecine d'urgence, quel que soit le lieu où il se trouve. Et son objectif premier, c'est réellement de pouvoir transmettre des données audio, vidéo et data, qui sont des données médicales issues d'appareils télémédicaux qui sont présents sur le terrain. Donc je suis venue non pas avec une présentation, mais avec des images et des vidéos, parce que je pense que ça parle beaucoup plus finalement, et un petit schéma. J'avais besoin d'un petit schéma. Donc cette Smart Medicase, elle se présente, vous voyez, sous la forme d'une valise, qui est une valise connectée, et qui permet de s'affranchir des zones et des distances où les réseaux habituels de communication peuvent être défaillants, pour assurer un lien en temps réel. Et c'est ce message-là qui est important, c'est le temps réel entre un effecteur. Un effecteur, c'est une personne issue du corps médical, quelle qu'elle soit. Ça peut être un sapeur-pompier, ça peut être un ambulancier, une infirmière, un médecin de campagne, ça peut être un secouriste, et un médecin urgentiste qui, lui, se trouve à distance dans un hôpital, et peu importe la distance. Elle est équipée évidemment de caméras HD, elle est équipée d'un micro,
et d'un routeur qui va lui permettre de réunir, de rassembler tous les résidus de bandes passantes disponibles sur une zone d'intervention, parce que c'est aussi le problème, c'est que partout en France, on ne capte pas encore forcément. Ça viendra bientôt, c'est l'objectif, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et donc, elle va reconstituer une espèce de bande passante globale, unique, avec tous ces résidus de bandes passantes qui peuvent être Wi-Fi, qui peuvent être cellulaires, qui peuvent même être satellitaires si on est en plein milieu de la mer. Voilà, dans l'idée toujours de faire de la transmission d'informations. Et cette valise, elle est accompagnée de périphériques médicaux qui sont minimalistes, qui sont portatifs bien sûr, et qui sont interconnectés et développés par nos premiers partenaires que sont Aspel, que sont Philips et que sont Abbott pour le moment. Alors on compte aujourd'hui 2 ECG, on compte un laboratoire d'analyse de sang délocalisé qui permet une orientation au diagnostic directement sur le terrain entre 2 et 10 minutes, sachant que quand vous allez à l'hôpital, vous allez attendre jusqu'à 1h30. Et un échographe qui va permettre des échographies directement sur le terrain. Et en fait, les paramètres vitaux qui sont relevés sur le terrain sont directement transmis et réceptionnés sur un PC qui se trouve soit dans les salles de régulation des urgences ou du SAMU. Évidemment, ce sont des données qui sont ultra sécurisées, qui sont stockées sur les serveurs, sur des serveurs qui circulent par des data centers. Enfin, vraiment, c'est extrêmement, extrêmement sécurisé, vous vous en doutez bien. Et je reviens sur le temps réel. Alors, je vous parlais justement de la sécurité. Vous avez une petite vidéo qui vous explique pourquoi et comment elles sont cryptées et véhiculées par un VPN, qui est un tunnel de communication sécurisé. Peut-être que je parle beaucoup. J'aime bien parler, je suis désolée. Non, je faisais un petit signe, il reste 1 minute. Ah, très bien, j'accélère. Donc, le temps réel permet une chose extraordinaire, qui est surtout indispensable, qui est que l'effecteur, donc la personne qui est sur le terrain, est couvert par la responsabilité du médecin qui se trouve à l'hôpital. La deuxième chose que je voudrais dire dans cette minute, c'est que c'est une solution qui a déjà été primée. Elle a reçu en novembre dernier le premier prix de l'innovation qui a été décerné par l'École nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, qu'on a des premiers chiffres qui sont tombés, qui sont extraordinaires, en même temps qu'ils sont alarmants, mais qui sont extraordinaires, parce que sur une année, elle est sortie 158 fois. Donc 158 fois, c'est un véhicule léger avec une infirmière et la valise. Et sur ces 158 fois, il y a un tiers des patients qui a été réorienté sans passer par les urgences. Donc on a totalement désengorgé les urgences hospitalières de l'hôpital de Périgueux. Le deuxième point, c'est que dans 90% des cas, la suspicion d'infarctus a été écartée sans déplacement d'un équipage du SMUR, qui donc lui a pu se concentrer sur des interventions médicales lourdes. Et voilà, et on a même un chiffre, on a une baisse de 40% de sorties de routine du SMUR. Donc vraiment, voilà, c'est utilisé en médecine d'urgence, c'est utilisé en médecine ambulatoire. Aujourd'hui, les gens qui nous contactent sont des EHPAD, des maisons de santé, des pénitenciers, des sociétés d'assistance, autant que des hôpitaux. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Donc c'est quelque part la médecine en mode commando, hein, on peut le dire complètement. Bruno Faure, Cybercantal Télémédecine, dans un registre différent, vous avez inventé un prototype, vous avez testé un prototype, puis maintenant il est en phase d'appropriation par les acteurs de santé. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur Cybercantal Télémédecine ? Oui, bien sûr, mais avant je voudrais quand même qu'on salue la clairvoyance de nos technocrates parisiens sur la démographie médicale, parce que si on était obligé d'innover, il n'y se part pour rien sur le sujet. Alors nous, c'est vrai, pour revenir sur les propos de la Poste, effectivement, la population du Cantal est quand même relativement âgée. Donc on avait un problème sur la démographie médicale, une population âgée relativement prégnante sur le territoire. Donc on a essayé d'imaginer des solutions, j'allais dire, de substitution. Et donc on a répondu à un premier appel d'offres, il me semble que c'était en 2013, c'est pas très loin, mais tout de même, donc avec l'ARS, et donc pour travailler sur la télémédecine. Donc on s'est équipé de chariots de télémédecine, on a fait un appel à projet au niveau du territoire, et dans les territoires où on avait soit des maires, soit quelques professionnels motivés, on a équipé effectivement des EHPAD, entre autres de chariots.
Alors bien évidemment, on avait le chariot, on avait des patients, encore fallait-il que l'on ait des médecins ou des professionnels de l'autre côté, de manière à pouvoir assurer les consultations. Voilà, alors tout ça, ça a duré 3 ans à peu près, et si ça fonctionnait dans l'opérationnalité, concernant les coûts, le modèle économique n'était pas satisfaisant, puisqu'on avait des coûts d'équipement qui étaient de l'ordre de 30-35 000 euros par chariot, donc ça ne pouvait pas fonctionner. L'intérêt, il y avait plusieurs intérêts de mener cette opération. D'une part, pour les patients, parce que ça pouvait, le fait de rester sur place dans l'EHPAD, etc., ça permettait d'éviter d'augmenter des troubles, quels qu'ils soient, surtout sur des populations âgées. Ça permettait aussi de pouvoir bénéficier au niveau de notre population d'avis, de consultations de spécialistes sans bouger, deuxième avantage. Et puis le troisième aussi, au niveau des médecins, des professionnels de santé, ça leur permettait d'avoir des avis ou d'avoir des consultations, d'avoir des échanges avec des collègues. Donc on y voyait effectivement trois intérêts pour pouvoir développer cette technologie. Alors, nos chariots, on disait économiquement, c'était un peu difficile à porter, donc on a répondu à un deuxième appel à projet. Voilà, et là on est sur de la télémédecine mobilité, ce que l'on appelle. Alors c'est avec des outils qui sont nettement plus légers, on est sur de la tablette, sur du smartphone, etc. Et donc depuis la mise en place de ce deuxième appel à projet, effectivement, la télémédecine a été codée. Donc tout ça a été reconnu et en phase de se déployer. Ceci dit, ça ne peut fonctionner tout ça que si véritablement on a des acteurs de terrain qui sont mobilisés et qui ont envie de les utiliser. Alors quand je dis les acteurs de terrain, bien évidemment, autour des établissements, mais encore faut-il que l'on trouve dans les hôpitaux, on va dire les hôpitaux publics, une volonté aussi de pouvoir apporter le service et de pouvoir appuyer les professionnels qui sont dispatchés sur l'ensemble du territoire. Je crois que c'est le succès en fait de toute action que l'on peut mener, que ce soit en télémédecine ou autre. Encore faut-il bien définir les besoins et surtout après avoir les acteurs, les partenaires nécessaires sur le terrain, une véritable mobilisation. Merci Bruno Faure. Je vous propose d'applaudir Julia Barrel qui va laisser sa place aux intervenants suivants. On va ouvrir la séquence dédiée au tiers-lieu et j'invite Oriane Ledroit et Nicolas Turca à nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Merci d'être avec nous. Donc la Banque des Territoires, la mission Société Numérique. Pour parler des tiers-lieux, et juste avant que le président Faure s'en aille, j'aimerais effectivement que vous puissiez nous dire un mot sur la convention spécifique tiers-lieux que vous avez signée mardi à Ruralytique. Oui, alors c'est vrai que sur le département du Cantal, aujourd'hui, on avait 14 télécentres. Le premier télécentre date des années 2007. Et puis au fil du temps, on a essayé de mailler le territoire. 2 sont encore en prévision. Et au-delà de le mailler, c'est vrai qu'au fil du temps, nos télécentres se sont adaptés aussi aux besoins, des espaces de coworking, des Fab Labs, etc. Et donc nous avons souhaité signer une convention avec Relais Entreprises donc il y a 2 jours. C'est pour donner un peu plus de visibilité à l'ensemble de ces sites, parce que dans le département du Cantal, comme dans pas mal de départements ruraux, on a une problématique qui est la démographie. Et donc c'est devenu une cause départementale, l'inversion de la courbe démographique. Et sans conteste, effectivement, dans l'ensemble de ces espaces, c'est se donner une meilleure visibilité pour attirer des télétravailleurs, voire faire voir aux entreprises qu'ils peuvent envoyer leurs salariés, leurs collaborateurs dans le département du Cantal, il y aura les outils nécessaires. Et donc intégrer ce réseau relais entreprises, pour nous, c'est une meilleure visibilité au niveau national. Et on considère effectivement qu'il est plus facile d'attirer 100 travailleurs que d'attirer une entreprise de 100 salariés dans le département du Cantal. Merci beaucoup Bruno Faure. Je vous libère, je sais que vous avez effectivement un engagement. Je vous demande d'applaudir Bruno Faure, président du conseil départemental du Cantal.
des tiers-lieux qui se structurent. C'est vrai qu'ici, le tiers-lieu, ça a été le premier maillon de la chaîne Cybercantal. Nicolas Turca, donc, vous êtes chef du service accompagnement des usages numériques à la Banque des Territoires, impliqué donc assez fortement dans le dispositif Maison de service au public, aux côtés de la Poste notamment. On en est où de cette philosophie des tiers-lieux? On a eu pas mal d'appels à projets dans différentes régions, comme s'il y avait une sorte d'engouement, une mode. Mais derrière, il faut que ça rende un service. Est-ce qu'on arrive progressivement à structurer un peu ce que peut être un tiers-lieu qui marche? Alors, j'ai surtout parlé principalement, au-delà des tiers-lieux, j'ai principalement parlé des maisons, en effet, France Service et Oui. de MSAP, qui, en effet, pour plus de 200 d'entre elles actuellement, les anciennes MSAP, embarquent une dynamique tiers-lieu, espace de coworking et des activités annexes. Qui aujourd'hui constitue un des cœurs, et Oriane Ledroit de la mission Société Numérique ne me contredira pas, qui constitue un des cœurs d'attractivité aussi de ces lieux, de nouvelles activités et des nouvelles sources, notamment aussi d'inspiration pour des projets territoriaux. Ça, c'est la première chose. Nous, la Banque des Territoires, on accompagne les projets de manière un peu globale, on offre un certain cadre, en fait. Et notre intervention aujourd'hui se pose sur 3 axes. Et je pense que c'est un sujet de conviction également, hein, qu'on porte assez fort. C'est donner la capacité aux territoires, aux personnes, de porter les projets et de concrétiser les projets. Et ça passe à travers notamment deux axes. Sur France Service, c'est tout l'accompagnement que la Banque des Territoires, aux côtés du groupe La Poste, Yannick en parlera probablement aussi, sur la formation, l'outillage et un certain nombre qui sont dédiés aux agents en fait, et être capable d'offrir des outils qui sont ouverts, qui sont éthiques, qui sont durables, qui sont respectueux d'un certain nombre de valeurs que l'on porte. Et vis-à-vis desquels on peut faire de la médiation, c'est-à-dire qu'il y a une montée en compétences qui est nécessaire pour se mettre le public en relation avec Exactement. On ne décrète pas en fait de faire de la médiation, ça s'apprend, ça se pratique, c'est un métier. Et ça, c'est un vrai sujet, c'est-à-dire qu'il faut aujourd'hui former les gens sur les territoires. Et c'est aussi une deuxième action que la Banque des Territoires a portée, qui s'appelle les hubs hubs territoriaux pour un numérique inclusif, qui a été fait notamment en collaboration avec l'Agence du numérique, et qui est très important, qui est outiller les territoires, outiller les projets en back-office, entre guillemets, les conseiller pour pouvoir mieux former les médiateurs, mais également les agents MSAP, pour pouvoir aller les accompagner à aller chercher du financement supplémentaire. Et dans le cadre de la stratégie nationale pour un numérique inclusif, on avait démontré un certain nombre de choses par rapport à ce sujet. Et puis faire réseau aussi. Yannick, tout à l'heure, en a parlé de faire réseau. Et c'est une des deuxièmes convictions et un des deuxièmes engagements qu'on a côté France Service, c'est constituer un réseau. Et en tout cas en partenariat entre le groupe La Poste et la Banque des Territoires, pour pouvoir monter en gamme les maisons actuelles et qui seront labellisées à terme, mais également potentiellement en ouvrir aussi de nouvelles quand les besoins, et ça a été très justement dit tout à l'heure, quand les besoins s'en feront sentir. Voilà. Quand les besoins sont bien audités, analysés et effectués. Quand les besoins sont bien audités, et c'est le sens des hubs. Au-delà de cet effet de mode, si je puis dire. Exactement, c'est de se mettre en coordination et d'apporter de la cohérence territoriale, que ce soit à travers les... Il y a un empilement aujourd'hui, si je puis me permettre, de schémas directeurs, de structures, de choses comme ça, et d'actions qui sont faites. Voilà. Il faut faire, j'allais dire, esprit de corps sur un territoire pour pouvoir justement se coordonner et faire cet effet réseau. Tout le monde ne sait pas faire tout. Je pense que j'ai discuté avec... je suis aussi en charge de l'éducation à la Caisse des dépôts. Je discutais avec mes collègues de l'éducation. Évidemment qu'il y a des actions qui sont menées, que ça soit chez Canopé, chez un certain nombre d'enseignants sur les compétences numériques, sur la citoyenneté, et qu'ils doivent contribuer, ils ne peuvent pas être dans leur coin, et qu'on doit pouvoir faire réseau à minima et être capable d'identifier les bonnes personnes au bon endroit. Merci Nicolas Turca. Oriane Ledroit, donc je précise que vous êtes donc directrice de la mission Société numérique à l'Agence du numérique, mais que vous êtes aussi donc enseignante à Sciences Po Lille sur les thématiques du numérique, démocratie et action publique. Donc on est au cœur de vos sujets, je crois, ce matin. Et vous avez lancé le 17 juin dernier des appels à manifestation d'intérêt autour de la création de tiers-lieux.
sous le thème « Nouveaux lieux, nouveaux liens ». Est-ce qu'on peut en redire un mot? Parce qu'effectivement, une partie de l'été est passée là-dessus. Mais voilà, c'est un programme assez structurant autour de la notion de fabrique de territoire. Tout à fait. Oui, bonjour à tous, merci de l'invitation. C'est mon premier Ruralitique, donc c'est toujours assez émouvant. Alors peut-être rapidement, effectivement moi je pilote 2 initiatives du gouvernement, à la fois les questions d'inclusion numérique et les questions de tiers-lieux, qui sont des questions, on l'a vu sur les échanges de ce matin, qui se recoupent largement, même si les dynamiques sont parfois portées pas de manière tout à fait similaire ou pas par les mêmes acteurs. Il y a à la fois des constats qui sont partagés sur ces réseaux, des besoins de financement, des initiatives locales énormément présentes et parfois très anciennes, un besoin d'ingénierie dont a parlé Nicolas, notamment sur lesquels on a apporté une réponse en matière d'inclusion numérique via les hubs, et puis des acteurs qui aujourd'hui commencent à travailler ensemble à la fois sur tiers-lieux et inclusion numérique, notamment parce que les questions d'inclusion numérique passent en partie par la structuration de réseaux de proximité qui sont capables d'accompagner l'autonomie numérique des personnes dans des lieux de confiance et dans les lieux surtout qui se retrouvent dans leur parcours de vie. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément... comment dire, on ne peut pas penser l'inclusion numérique en pensant des lieux qui sont dédiés à l'inclusion numérique, parce que les gens ne vont pas y aller, soit parce qu'on va leur renvoyer leur propre compétence en leur disant va dans un lieu numérique parce que tu ne sais pas faire, soit juste parce qu'ils n'ont pas identifié qu'ils avaient un besoin d'accompagnement ou ils n'ont pas identifié que ce lieu existait là. Donc il y a vraiment une convergence à la fois des objets et des besoins, à la fois en matière d'inclusion numérique et de tiers-lieux. Et c'est aussi en ça que la mission Société numérique porte ces 2 politiques publiques. Peut-être 2 points d'introduction et après je préciserai l'initiative du gouvernement en matière de tiers-lieux. Yannick Imbert l'a dit tout à l'heure, et je pense que c'est utile de le rappeler, la révolution technologique, c'est plus un constat. Par contre, la question de comment on fait société à l'heure du numérique, c'est un combat. Et ce combat-là, c'est un combat politique, mais c'est un combat dans lequel on doit mettre des formes de valeurs et rappeler la question du lien social, la question de l'émancipation par le numérique, qui est aujourd'hui encore un défi collectif. Et deuxième chose, en France, et notamment à la différence de certains autres pays étrangers, on a une vraie force qui est ce tissu local d'initiatives, de lieux, qui sont nés notamment à l'heure où on a déployé Internet il y a 20 ans, comme des lieux où on avait accès à un équipement ou à un outil informatique et qui sont devenus progressivement des lieux qui ont accompagné et qui font ce qu'on appelle la médiation numérique, qui ont accompagné les Français. Ces lieux, c'est des lieux divers, c'est des bibliothèques, c'est des espaces publics numériques. A priori, il y en a un qui a été visité ici à Aurillac. C'est des tiers-lieux qui sont nés de ce besoin de refaire du lien social, de refaire aussi de la participation un peu citoyenne, de refaire de la formation, etc. C'est des initiatives qui sont intéressantes à Arvieux, des initiatives qui sont intéressantes dans la Creuse. J'ai croisé la présidente du département avec laquelle on travaille sur les questions d'inclusion numérique, la quincaillerie numérique, c'est un lieu formidable. Donc en France, on a cette force-là d'avoir des réseaux de lieux qui sont divers, qui sont parfois portés par le public, parfois portés par le privé, et qui existent et sur lesquels on a besoin de à la fois pérenniser les modèles, parce qu'aujourd'hui il y a un vrai sujet de modèle économique, en tout cas de modèle d'activité, et de professionnaliser les personnes qui sont dans ces lieux-là, qui sont des aidants, des accompagnants, des médiateurs, dont on a encore du mal aujourd'hui à reconnaître que c'est des compétences, qu'ils font preuve de compétences professionnelles qui sont essentielles aujourd'hui dans cette société numérique. Et ça, c'est un constat, et c'est un constat qui irrigue notamment les initiatives annoncées par le gouvernement en matière de tiers-lieux. Donc le programme, c'est Nouveaux lieux, nouveaux liens. Ce programme, il a été énoncé en juin dernier par une mobilisation interministérielle sous la houlette de Jacqueline Gouraud et Julien Normandie, donc à la cohésion des territoires, mais qui mobilise aussi le ministère de la Culture, le ministère de l'Enseignement supérieur, le secrétaire d'État au numérique et la ministre du Travail. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ces lieux, ils adressent les nouvelles façons de travailler. En tout cas, ils apportent des réponses aux nouvelles façons de travailler. Le président du département du Cantal l'a dit juste avant. Ils adressent... ils répondent en partie à des enjeux d'inclusion numérique. Ils peuvent être des réponses à l'accès, à un meilleur accès à l'enseignement supérieur.
Ils peuvent être des réponses à un meilleur accès au savoir et à la culture. Et puis, c'est des leviers de développement territorial, c'est des leviers de cohésion des territoires, de liens sociaux, etc. Donc, mobilisation interministérielle, plusieurs partis pris. Ces partis pris du gouvernement sont issus d'un travail qui a été mené notamment avec les acteurs des tiers-lieux, avec les collectivités territoriales, qui a été mené sous la houlette du président de la Fondation Travailler Autrement, qui s'appelle Patrick Lévivette, qui a remis un rapport à Julien de Normandie en septembre dernier, et sur lesquels les principales recommandations de ce rapport ont été suivies des faits. L'action du gouvernement en la matière, c'est de dire on a énormément de tiers-lieux, 1800 en France ont été comptabilisés dans le cadre de la mission. Nous, en matière d'inclusion numérique, de lieu de médiation numérique, on considère qu'il y en a à peu près 5000. On a les 1300 maisons de services au public, on a les nombreuses, plusieurs milliers de médiathèques, bibliothèques en France. Donc on a une diversité de lieux qui existent. On a énormément de territoires qui sont depuis 5-6 ans engagés sur des questions de consolidation, de financement de tiers-lieux. Et donc on a besoin d'accélérer, de soutenir encore plus ces initiatives et de un peu mieux mailler le territoire, parce qu'il y a encore des inégalités. Et l'intérêt évidemment du gouvernement là-dessus à agir, c'est de se dire il y a une équité territoriale à respecter, à garantir, et on doit essayer de soutenir les territoires qui sont un peu plus en retrait sur ces dynamiques-là. Et puis, dernier sujet, consolider la structuration en fait, professionnelle de ces lieux. Il y a une communauté qui existe, qui n'est pas forcément très unifiée, mais qui a besoin d'outils en commun, qui a besoin de formalisation, de formation reconnus comme les managers de tiers-lieux, ou en tout cas toutes ces personnes qui sont capables d'animer ces communautés-là, parce qu'un tiers-lieu ne vit que s'il a une communauté derrière lui. Et puis aussi capable de penser des nouveaux services, des nouvelles activités. L'offre de service qui est mise en place par l'État, c'est une offre de service sur mesure. C'est-à-dire qu'on considère que un tiers-lieu, le tiers-lieu, les télécentres du Cantal n'ont pas forcément les mêmes besoins que la quincaillerie à Guéret. Donc charge à nous de mettre à disposition un ensemble de catalogues de services et charge au tiers-lieu d'identifier ceux dont il aurait besoin et de prendre... en tout cas de répondre à l'appel à projet si c'est d'un financement de subvention qui est nécessaire ou d'autres initiatives. Donc une des principales actions, c'est un appel à manifestation d'intérêt, qui s'appelle donc Fabrique de territoire et Fabrique numérique de territoire. L'idée, c'est de financer, alors c'est du financement d'amorçage en fonctionnement. L'idée, c'est de financer des lieux qui sont considérés comme des tiers-lieux existants ou en cours de conception, qui seraient structurants, c'est-à-dire qui joueraient le rôle de lieu ressource pour d'autres petits projets dans des territoires. Pourquoi ? Parce qu'on a identifié qu'on avait un besoin de un peu cette tête de réseau, de les financer, notamment en ingénierie et en RH, en ETP, pour que justement la dynamique se crée sur des départements, sur des régions, et que émergent et soient constitués des réseaux structurants. Ces tiers-lieux, un peu de tête de réseau, fabrique de territoire. On a listé quelques activités qu'on imagine devoir trouver dans ces lieux, en partie de la formation, de l'inclusion numérique, des activités au service des autres tiers-lieux. C'est pas du tout une liste exhaustive, c'est plutôt quelques idées qui sont soumises. L'appel à manifestation, c'est un appel à manifestation qui est ouvert de manière permanente, qui vise à dégager jusqu'à 150 000 € de financement par projet de tiers-lieu sur 3 ans, avec un engagement sur 3 ans de financement de l'État. L'idée, c'est à la fois d'en soutenir 150 dans les territoires périurbains et ruraux, et 150 en quartier politique de la ville, en considérant que pour les métropoles et les territoires vraiment urbains, il n'y a pas un enjeu très fort à être soutenu, en tout cas par les financements État. Aujourd'hui, il y a des moyens qui sont déjà disponibles, qui sont largement suffisants.
Sur 2019, il y a une spécificité en matière de quartier politique de la ville qui est de soutenir des fabriques numériques de territoire, c'est-à-dire des tiers-lieux qui jouent ce rôle de tête de réseau, mais qui sont aussi à forte densité de services numériques, à la fois donc, inclusion numérique, formation au numérique, toute un peu la chaîne de valeur de la médiation numérique, culture scientifique et technique, etc., dans les quartiers politiques de la ville, avec un financement supplémentaire qui est mis à disposition. Et puis, par ailleurs, on a le ministère de la Culture qui s'engage à financer des tiers-lieux qui, par exemple, mettent en place ce qu'on appelle les microfolies, qui sont donc une sorte de musée virtuel ou maison de la culture 2.0, d'accès, en fait, par le numérique à des œuvres, à tout un ensemble, en fait, de contenus culturels. On a le ministère de l'Enseignement supérieur qui soutient ce qu'on appelle les campus connectés, c'est-à-dire des tiers-lieux d'enseignement supérieur qui permettent d'avoir accès à des cours en ligne pour des jeunes bacheliers pour qui c'est parfois compliqué financièrement, géographiquement, voire même familialement, de quitter le domicile après le bac et d'aller rejoindre l'université qui est parfois très loin. Donc ces tiers-lieux, c'est issu d'une initiative qui a été portée à Montereau, en Seine-et-Marne, et qui a très très bien réussi, avec des taux de réussite des bacheliers qui étaient largement supérieurs à ce qu'on voit dans les premières années à l'université. On a le secrétariat d'État au numérique qui soutient aussi ces tiers-lieux, notamment ceux qui font de l'inclusion numérique, en apportant le financement qui est lié au dispositif de passe numérique. C'est, je ne sais pas si tout le monde l'a bien en tête, mais c'est ce coupon qui donne droit à des personnes qui le reçoivent de financer une mise en autonomie numérique dans un lieu qui propose ce service d'accompagnement au numérique. On les retire où, ces coupons, si je puis dire? Aujourd'hui, pour les élus, effectivement, on en a parlé un petit peu avant, mais on les trouve où, finalement, les élus les trouvent où? Vers qui on s'oriente pour, justement, identifier où sont ces coupons numériques, à qui on peut les remettre, etc. La mécanique locale, en fait, de mise à disposition de ces coupons. Alors, le pass numérique, aujourd'hui, il va se mettre en place sur 48 collectivités territoriales qui ont répondu à un appel à projet. C'est ma casquette inclusion numérique. Il y avait 10 millions d'euros qui ont été mobilisés par l'État sur 2019 pour justement déployer ce pass numérique. La Caisse des dépôts fait partie notamment des investisseurs qui soutiennent la société Aptic, qui est une société coopérative dans laquelle l'État est aussi présente et qui opère le dispositif de passe numérique. Et donc il y a eu un appel à projet, État, collectivité locale. Nous, on va financer donc 48 collectivités territoriales. La liste a été publiée avant l'été. Et ces 48 collectivités territoriales vont mettre en place le pass numérique avec Aptic, en identifiant les publics cibles, donc les personnes qu'elles ont identifiées comme les plus éloignées du numérique sur leur territoire. Ces publics, y compris parce que c'est une mise en œuvre des collectivités territoriales, ces publics, on va identifier vers quel lieu ils ont l'habitude de se tourner. Ça va être peut-être une mission locale si on identifie les publics plutôt jeunes. Ça peut être les maisons départementales, les CCAS, etc., en fonction de ce qui existe comme réseaux locaux de proximité et de soutien, souvent soutien à accompagnement social. Et c'est ces lieux-là, ces structures-là qui vont être bénéficiaires en fait d'un ensemble de passes, de coupons, et qui vont pouvoir, sur la base d'une forme de diagnostic des compétences numériques d'une personne qui se présente à son guichet ou à une de ses permanences, vont pouvoir remettre ce droit à la formation, ce pass, et sera indiqué en parallèle les lieux qui sont référencés comme étant suffisamment professionnels ou de qualité pour faire l'accompagnement dont les personnes vont avoir besoin. Donc là, tout ça va se mettre en place à la rentrée, à partir de septembre. Les collectivités, donc elles sont 48 à avoir acheté du pass numérique. Je n'ai pas la liste en tête, c'est quel type de collectivité? Il y a des départements dedans? Oui, région, département et intercommunalité. On avait limité à l'intercommunalité parce qu'il y a un enjeu de structurer des démarches qui sont cohérentes au niveau territorial, donc on n'était pas descendu au-dessous de l'intercommunalité, mais effectivement, il y a partout, à la fois sur les régions et sur les départements et les intercommunalités. Il y a certaines personnes que j'ai croisées qui sont lauréats
qui sont l'ORECA, et charge ensuite à elles. Nous, on fait un financement assez inédit, c'est-à-dire qu'à la signature de la convention État-collectivité, il y a les 100% du financement qui sont donnés à la collectivité pour qu'ensuite elles passent leur marché et que ça se mette en place rapidement. C'est une nouvelle modalité extrêmement intéressante, effectivement, subventionner l'amorçage et le fonctionnement, un peu comme sur une start-up finalement, c'est-à-dire d'investir sur le capital humain. Les budgets des collectivités, c'est souvent 80% d'investissement en briques et de mortar et 20% de fonctionnement, et alors que le besoin, il est bien là. Nicolas Turquin, un complément sur ce qui vient d'être dit autour de ces tiers-lieux et de la médiation numérique au sens plus large, parce que à un moment donné, la Caisse des dépôts, on a fait beaucoup de médiation numérique dès le départ avec les cyberbases. Donc comment la Banque des Territoires est impliquée dans ce dispositif? Vous êtes impliqué dans la MEDNUM ou Alors en fait, on est impliqué à plusieurs titres et on a plusieurs postures en fait. On a plusieurs formes d'accompagnement à la Banque des Territoires. On est en appui souvent et en partenariat avec l'État sur un certain nombre de politiques publiques. Ça a été la stratégie nationale pour un numérique inclusif et c'est toutes les déclinaisons qui vont derrière, et notamment le financement en fonds propres en effet de cette ingénierie territoriale, les hubs territoriaux pour un numérique inclusif, ça c'est l'archétype, et c'est un partenariat entre l'État et la Banque des Territoires. C'est aussi un partenariat entre l'État et la Banque des Territoires sur les maisons France Service, et c'est quelque chose de très structurant aujourd'hui auprès de la ministre Jacqueline Gouraud, mais également une préoccupation d'Éric Lombard et Olivier Sichel d'être en capacité de proposer et de donner les capacités, comme je le disais tout à l'heure, au territoire pour pouvoir accomplir. Et c'est la promesse, en tout cas, d'appui et d'accompagnement des projets. Ce n'est pas nous qui définissons les projets. Les projets seront embarqués et aidés. Et puis, c'est aussi une logique d'investisseur, parce que je suis aussi quand même à la direction d'investissement de la Banque des Territoires. Et on investit en effet régulièrement dans des sociétés qui portent cette vision justement du numérique éthique, responsable, durable. Et on a investi en effet dans des sociétés comme Quant, mais également comme Simplon par exemple, qui développe un réseau d'écoles en France. Et on a investi aussi dans des sociétés coopératives, et là je pense évidemment à Aptic, qui est l'opérateur du pass numérique. Et on va investir également aux côtés du groupe La Poste pour déployer en effet le réseau et une partie du réseau France Service aux côtés du groupe pour pouvoir justement augmenter les capacités territoriales sur ces territoires. Et c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir cet accompagnement, j'allais dire presque de bout en bout, c'est-à-dire de l'identification et l'accompagnement de la structuration des projets avec cette ingénierie, et ensuite d'être capable de concrétiser, d'impulser des choses avec la politique publique et en ligne avec les politiques publiques. Un patron de la Caisse des dépôts à une époque disait qu'on était toujours un pas derrière l'État, et c'est quelque chose d'important. En tout cas, on est indépendant, mais on a aussi cet accompagnement, surtout des projets locaux, territoriaux. Et puis enfin, on est capable derrière aussi de faire passer à l'échelle avec cette notion d'investissement, et d'être capable de déployer des choses plus larges et d'aider des projets structurants au profit toujours, parce que nos clients principaux sont les collectivités territoriales. Voilà. Merci Nicolas. Donc de l'investissement public, mais aussi des modèles de l'amorçage, mais derrière un modèle économique à trouver. On est au cœur de finalement ces équilibres que pilote la Poste, avec des missions de service public, en même temps une structure d'entreprise. Je vais vous donner le mot de la fin, Yannick Imbert, sur cette séquence tiers-lieu. Je crois que le message de la fin, il est simple. Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est mutualisation. Je pense que vraiment l'enjeu, pour des tas de raisons, y compris d'ailleurs, ce qui n'est pas insultant, des raisons budgétaires, mais pas seulement. Je pense que finalement, de quoi a-t-on parlé toute la matinée? Nous avons parlé de répondre aux besoins de nos citoyens. Ils sont exprimés ces derniers mois de manière virulente par moment pour dire leur exaspération d'une certaine manière de ne pas avoir de réponse apportée. Mais au-delà de la réponse, il y a la manière d'apporter la réponse. Si apporter la réponse continue à être une juxtaposition de dispositifs, et sans que chacun des dispositifs fasse l'effort de simplification, alors on loupera le coup. On loupera le coup, assurément. Donc l'enjeu, c'est la mutualisation, mais mutualisation veut dire unification de procédures, veut dire simplification de procédures, parce qu'on le rencontre d'ailleurs chacun d'entre nous quotidiennement dans la réalité, le sentiment du citoyen
il est double. C'est un, certains ont accès à des choses auxquelles moi je n'ai pas accès. Mais deux, quand bien même j'ai accès, ce qui est simple, ce qui devrait être simple, est compliqué. Je crois que c'est ça l'idée. Et donc, là où le temps est compté dans la journée de chacun, entre son activité professionnelle, familiale, personnelle, ce besoin d'aller vite, de faire simplement des choses rapidement, il n'est pas satisfait aujourd'hui. Et aujourd'hui, le citoyen, quand il a une démarche à faire, il a d'abord une crispation parce qu'il intègre, d'une certaine manière, il préintègre que ça va être compliqué. Et puis il est non pas rassuré, il est vite conforté dans ce sentiment. C'est compliqué, y compris, on le sait bien, quels sont le nombre de procédures où le citoyen est encore obligé de déposer à la limite une demande de congé pour une demi-journée, parce qu'il sait que ça prendra une demi-journée. Mais on a parlé de numérique. Numérique ne veut pas dire aujourd'hui automatiquement simplification. Numérique, c'est souvent traduit par numériser un existant sans se reposer la question du besoin du citoyen et donc de la manière d'y répondre plus simplement. Donc c'est mutualisation, c'est partenariat, mais derrière ça, c'est simplification et puis surtout, c'est arrêter ce qu'on a tous fait jusqu'à présent pendant des décennies d'une certaine manière, c'est développer nos systèmes en pensant que s'ils étaient les meilleurs et finalement en s'éloignant sans cesse de savoir en quoi ça répondait aux besoins de la population. Et il faut donc tous qu'on se recentre autour d'une seule question, comment répondre simplement, rapidement aux citoyens. Merci. Merci Yannick Imbert, merci Oriane Ledroit, merci Nicolas Turca. On peut vous applaudir. Donc, depuis ce matin, effectivement, on renverse un peu la patate hiérarchique. On essaie de se nourrir effectivement de ce qu'on appelle le bottom-up qui s'est imposé sous des formes diverses, parfois un peu anarchiques, mais c'est là, et c'est peut-être comme ça qu'on peut faire des politiques publiques plus efficaces, plus accessibles. Donc voilà, tout ça semble aller dans le sens de certaines attentes qui sont répétées sur Ruralytic depuis un certain nombre d'années. On va voir comment l'Agence nationale de cohésion des territoires va peut-être jouer le rôle de courroie de transmission dans toutes ces politiques. Sans plus attendre, on va parler effectivement de la création de territoires de services. C'est bien là qu'on arrive et c'est notre dernière séquence, juste avant la remise des derniers trophées, créer des territoires de services. Et donc j'invite à me rejoindre sur scène Michel Roussy, Jocelyne Guérin, Anna Ril et Lorenzo Esteve Vermeil. Alors on l'a vu, on a entendu avec Patrice Carré tout à l'heure, les citoyens demandent à ce que les collectivités, les élus rendent des comptes. On parle de transparence, alors bon, mon maître disait, transparence c'est bizarre parce que quand c'est transparent on voit au travers, ça veut dire qu'on voit rien. On va plutôt parler de clarté. Ils veulent des services, c'est-à-dire que l'argent public soit générateur de prestations et de services auxquels on a droit. Des droits auxquels on n'est pas prêt à renoncer parce qu'on ne sait pas se débrouiller avec la machine, comme 13 millions de Français. Voilà, donc il y a cette exigence qui est très forte d'avoir des territoires qui me rendent service. Mais ça implique un certain nombre de choses. Il y a ce que vous faites au quotidien en tant qu'élu, mais il y a aussi les informations dont vous avez besoin pour créer de nouveaux services, les inventer. On rentre petit à petit dans le monde de la data. C'est pas simple. Michel Roussy, vous avez besoin de quelles données pour mettre en place quels services ? On va voir le service numérique que vous proposez déjà, mais aujourd'hui, vous vous dites, où est-ce que j'ai un trou dans la raquette ? Il y a plusieurs trous et plusieurs raquettes, donc il faut regarder ça effectivement au regard de l'endroit d'où je parle, c'est-à-dire une communauté d'agglomération qui a en fait deux liens principaux, le lien avec l'ensemble des populations du territoire, ce qui est une première chose, et le lien avec les élus et les communes de l'intercommunalité. Et sur ces deux sujets-là, les besoins sont des besoins de recueil de données, évidemment, et la data est un point majeur sur lequel nous travaillons depuis longtemps via notre système d'information géographique, par exemple, notre SIG, qui est un élément de base que nous essayons de nourrir les uns et les autres de façon à avoir un outil utile. Nous le faisons également par les mises à disposition de données
Je pense à l'urbanisme par exemple, où le programme urbain intercommunal est en ligne. Ça permet, voilà, le PLUI-H pour nous, puisqu'il y a de l'habitat à l'intérieur. Tout ça permet à nos concitoyens d'aller directement sur les bases de données de la communauté d'agglomération pour avoir ces informations. Ils y vont de façon légère aujourd'hui, je vais dire, pour être optimiste, c'est-à-dire que lorsque vous avez un habitant qui se préoccupe de la constructibilité de sa parcelle, il va certes voir en ligne sur le site comment sa parcelle est déterminée, mais bien souvent il a encore besoin et du papier et de l'humain, et il va souvent voir son maire pour avoir réellement la situation. La relation de confiance augmente, je pense, régulièrement par la praticité des choses, mais elle n'est pas encore parfaite. Alors, la récupération de données, c'est une difficulté qui n'est pas, à mon avis, liée uniquement au numérique, mais le numérique nous interpelle. Parce que si les données ne sont pas cohérées, le numérique et l'offre numérique ne peut pas fonctionner, alors que l'imperfection sans le numérique est plus facile à gérer. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Nous avons voulu mettre en place une cartographie de l'ensemble des circulations douces sur le territoire de la communauté d'agglomération. Et je me suis rendu compte qu'il y a un schéma communal, la ville d'Aurillac a un plan vélo par exemple, il y a des réseaux et un programme départemental, la communauté d'agglomération a ses propres voies, l'État et la DDT a son propre schéma de zones cyclables, et personne n'a la possibilité d'avoir de façon organisée et cohérente la visibilité sur les voies douces, sur notre intercommunalité, et je pense que c'est le cas dans à peu près l'ensemble du territoire. Et ce genre de choses, on s'en satisfait tant qu'on sait qu'il n'y a pas un lieu qui nous permettrait de voir ça, mais aujourd'hui l'exigence de nos populations, elle est d'avoir en temps réel ces données-là. Et aujourd'hui, nous ne l'avons pas, ça nous renvoie, je pense, ça nous interpelle sur l'organisation de nos collectivités et la façon de travailler ensemble au-delà des aspects plus traditionnels. Et regrouper ces données-là, ça renvoie sur les problèmes de confidentialité, ça renvoie, je pense, à des thématiques que la CADA devrait prendre en main, parce que notre situation aujourd'hui est que la demande est de plus en plus incisive de la part de personnes pour leur propre compte, ou de la part de personnes pour dénoncer, nous en parlions avec Alain Ril tout à l'heure, telle ou telle pratique soi-disant anormale de la collectivité. Donc tout n'est pas, ne soyons pas bisounours par rapport à ça, c'est-à-dire il doit y avoir une mise à disposition des données, mais il doit y avoir aussi une protection par rapport à ceux qui offrent ces données. Alors au niveau de la communauté d'agglomération, nous avons depuis longtemps considéré que le numérique était un enjeu. Je le disais en introduction, nous avons depuis 10 ans un vice-président chargé du développement du numérique, ce qui nous a fait que nous avons été en avance sur ces sujets-là, et qu'aujourd'hui nous essayons de garder cette dimension-là, avec toute la difficulté qui relève à la fois des problèmes budgétaires. Je crois qu'il faut dire que tout ça a un coût important, et que nous voudrions faire plus, aller plus loin, mais effectivement nous devons gérer un budget qui, comme tous les budgets, il n'y a pas d'originalité là-dessus. Il est contraint. Est très contraint, mais nous développons un certain nombre de services, soit directement sur nos missions de service public classiques, c'est-à-dire tout ce qui est dématérialisation des paiements, des informations. Je ne vais pas vous faire ce catalogue-là. Nous développons des choses en matière de mobilité qui me semblent intéressantes à la fois pour l'usager et pour le prestataire, sur les transports publics par exemple, où nous avons des SMS d'alerte qui sont envoyés à la population quand on parle de transport scolaire par exemple, où les gens sont en temps réel informés qu'il y a une difficulté. Chez nous c'est souvent la neige ou ce genre d'aléas, et ce sont des choses qui vont nous permettre pour le concitoyen, vous connaissez tous ça sans doute, d'avoir connaissance précisément de l'endroit où est le bus qu'on attend, de pouvoir le commander. Ça peut permettre d'individualiser les circuits, de les gérer au plus près des finances, de façon à éviter que ça existe chez nous des bus circulent à vide, alors qu'il n'y a pas de besoin sur un certain nombre d'horaires, et par contre d'arriver à trouver des solutions autres. Voilà, en quelques mots, ce que je voulais dire. Le lien aussi avec l'ensemble des communes est un élément important, c'est-à-dire que
beaucoup de collègues, nous c'est 25 maires, 25 communes, 25 secrétaires de mairie, qui ont besoin d'avoir aussi recours à des éléments d'information. Et la dématérialisation apporte énormément dans un certain nombre de domaines techniques. Je pense à l'autorisation du droit des sols, des permis de construire, où la dématérialisation permet d'avoir un lien rapide, fiable et léger et efficace entre les communes et l'intercommunalité sur les instructions, sur l'information qu'on peut donner à nos concitoyens. Donc tout ça relève effectivement d'une approche à partir de données que nous produisons nous. La difficulté, c'est de récupérer les données des autres et d'avoir des protocoles qui permettent de mailler tout ça, de mettre en synergie les données des uns et des autres pour que, pour la population, il y ait une réelle information pratique. Sans mettre en cause, encore une fois, la confidentialité qui reste, je pense, on parlait de la transparence, pour moi la transparence c'est la folie. Donc la transparence absolue, soyons prudents. Merci Michel Roussy. Peut-être juste un mot justement sur cette question de la protection des données qui est directement liée à la question de la cybersécurité. Vous allez ouvrir à la rentrée une formation dédiée au métier de la cybersécurité ici à Aurillac. Absolument. Et ça a été, je dois vous le dire, un combat quotidien pendant plus d'1 an pour faire comprendre aux toutes les instances régionales, nationales que une ville comme Aurillac, une agglomération comme celle d'Aurillac et un département comme le Cantal avait malgré tout la capacité d'accueillir ce type de formation ici. L'image que nous donnons, et je le regrette, mais nous sommes à Rurality, il faut que nous le disions, certains grands penseurs et décideurs de la décision d'implanter cette formation s'interrogeaient sur notre capacité aux uns et aux autres à fournir 50 micro-ordinateurs aux étudiants. Ça fait plaisir. Nous leur avons dit que ce territoire était électrifié depuis peu, que les routes étaient goudronnées récemment et que donc les fonctions basiques pouvaient être assurées. Mais c'est vraiment pour nous très pesant et c'est à chaque fois un réel combat pour arracher ce genre de décision. Alors aujourd'hui, nous l'avons eu grâce à des soutiens importants au niveau de l'université. Tout le monde n'a pas cette vision-là, évidemment. Et donc, dès la rentrée, nous allons offrir à 50 étudiants, ce sera la promotion de la première année, et tout ça va se dérouler, une option STID, statistique, informatique et décisionnelle, à l'IUT d'Aurillac, avec un lien très fort avec les entreprises. Et toutes les informations que nous avons sur le tendanciel en matière d'emploi démontrent que la cybersécurité, la protection des données, qui est une obligation tant pour les partenaires économiques privés que pour l'ensemble des collectivités, fait que les gens qui vont rentrer dans ce type de formation ont toutes les chances d'être très rapidement recrutés. On nous avait dit aussi, mais est-ce qu'à Aurillac, il y a une capacité de stagiairiser les gens dans des entreprises? Parce que les gens doivent penser qu'il n'y a que des agriculteurs non connectés dans le département. On leur a dit, 1, que les agriculteurs étaient très connectés, et 2, que nous avions des unités économiques ici ou ailleurs qui permettaient d'accueillir des stagiaires dans de parfaites conditions de réussite. Voilà. Alors nous étions hier avec le maire d'Aurillac en lien avec le CNAM, et le CNAM a une formation à la cybersécurité. Et donc j'ai indiqué au directeur régional que nous pourrions très bien développer cette pratique-là, puisque nous avons une chance là, c'est d'être les premiers en France à fournir cette formation. Et donc pour les jeunes cantaliens, c'est aussi un plus, puisque l'université a eu l'intelligence dans la sélection de faire en sorte que les étudiants aurillacois et cantaliens puissent avoir un petit côté préférentiel, pas de préférence nationale, non. mais une prise en compte de la réalité géographique des étudiants. Merci. Voilà. Merci Michel Roussy. Oui, je rappelle que selon la Commission européenne, dans les 5 ans qui viennent, on a un besoin d'emploi au niveau européen de 18 millions de personnes dans les métiers de la cybersécurité. Sur 5 ans, ça fait quand même quelques embauches. Alain Rille, directeur territorial de Enedis Cantal. Les services effectivement numériques, si c'est pas branché, ça marche pas. Donc merci de nous apporter l'électricité d'abord. Mais la sobriété énergétique, c'est aussi un enjeu. Et dépenser moins d'électricité, c'est aussi un service à rendre. Alors comment Enedis se propose de nous aider au niveau des territoires et des particuliers pour y arriver? Sébastien, merci d'abord de nous avoir invité et proposer une nouvelle fois d'être partenaire. C'est vrai que l'électricité, on a tellement l'habitude de la boire qu'on ne sait plus finalement d'où elle vient, comment elle est traitée, etc. Et c'est important effectivement de temps en temps mettre le spot sur ceux qui assurent cette alimentation d'énergie.
Alors j'ai préparé juste rapidement pour resituer Enedis dans les acteurs du marché de l'électricité, parce que souvent on nous dit depuis qu'on a relogoté nos voitures bleues, tiens c'est EDF qui a changé de nom. Alors je prends le droit de prononcer le nom de notre maison mère, qui est également un des acteurs du système. Donc vous voyez sur le transparent, pour simplifier vraiment au maximum, l'électricité, il faut la produire, la transporter à grande échelle, c'est le rôle de RTE, la distribuer localement à partir des postes de connexion avec RTE, qu'on appelle nous postes sources, il y en a 14 dans le Cantal, la distribution vers les consommateurs, et in fine, la fourniture, c'est-à-dire les contrats de vente qui sont faits par des opérateurs concurrents, dont je viens d'en citer un, mais il y a aussi l'ancien Gaz de France, Engie, il y a Direct Énergie, Total Énergie. Vous en avez, je crois, sur Aurillac, si vous allez sur un site qui s'appelle énergie-info.fr, qui est un site indépendant de l'ensemble des acteurs, puisqu'il est tenu par le médiateur de l'énergie, vous aurez la comparaison de toutes les offres, de tous les fournisseurs présents sur un lieu donné, comme à Aurillac. Je crois qu'à Aurillac, il doit y avoir 70 offres de fourniture d'électricité. Alors, certaines faites par les mêmes opérateurs. Évidemment, il n'y a pas 70 opérateurs, mais 70 offres de possibilités d'électricité. Donc voilà le rôle d'Enedis. En fait, vous voyez qu'il n'est pas complètement connecté avec la clientèle. Pourtant, nous avons un rôle à jouer pour l'information à la fois du public, c'est-à-dire des consommateurs, mais également du public dans le sens, je dirais, représentant du public et des élus. Donc ce sont vraiment nos deux cibles dans la communication pour je dirais, l'amélioration des services d'Enedis. Est-ce qu'on peut passer juste... Voilà. Donc les principaux services, nous sommes une entreprise de service public, c'est-à-dire régie par la loi. Nous sommes une entreprise pas tout à fait privée, mais pas tout à fait publique non plus, mais nos missions sont de service public. Donc, et dans chacun de ces services, le numérique prend une part très importante. J'en veux pour exploiter, moderniser le réseau. Évidemment, nous avons des organes télécommandés, même des automatismes de remise en service de certaines lignes, dès qu'il y a une petite panne, facilement contournable. Nous utilisons de plus en plus de drones également pour surveiller nos lignes. Enfin, nous raccordons évidemment les clients. Quand vous avez besoin d'électricité, vous allez chercher d'abord un contrat, puis il faudra raccorder votre nouvelle installation ou modifier éventuellement une installation existante. Nous pilotons le réseau à distance. Alors là, évidemment, l'informatique, le numérique est présent depuis longtemps. Je crois qu'on était parmi les premiers à utiliser des grands systèmes informatiques pour piloter le réseau. Et puis, dans nos missions, j'allais dire, alors aussi technique, le dépannage. Alors, le dépannage est fortement impacté par la modernisation des comptages. Incroyable, si vous voulez, on peut en discuter un peu, mais le compteur communicant nous permet aussi d'améliorer notre rapidité et notre efficacité dans le dépannage. Et enfin, le comptage, je viens d'en parler. Effectivement, c'est notre mission. Le compteur fait partie des ouvrages du réseau de distribution et est un élément essentiel dans la modernisation. Et enfin, notre mission, c'est la mienne en particulier, assurer l'accompagnement des collectivités dans leurs projets. Et je crois qu'on est au cœur de la situation. Voilà, donc c'est important de comprendre effectivement ce rôle d'Enedis, qui n'est pas directement un rôle d'information au grand public, mais pourtant, on y va quand même. Et on y va par quels moyens ? Alors bon, ça on peut passer, vous le retrouvez, j'espère, on mettra ça en ligne. Oui, bien sûr. Voilà, et vous le retrouvez sur le site officiel d'Enedis, enedis.fr. Voilà. Donc une des premières applications tournée plutôt vers le grand public, mais qui à mon avis doit vraiment intéresser aussi les collectivités, c'est tout simplement une application sur les smartphones et les tablettes qui permet d'avoir beaucoup d'informations. Et là, je vous invite évidemment à fouiller un peu dans le sac qu'on vous a remis. Bon, je pense que vous avez tous tout épluché, mais peut-être que vous êtes passé à côté d'une fiche que j'ai mise à l'intérieur et qui vous donne un détail d'informations sur cette application, gratuite évidemment. Ça permet de piloter sa consommation. Alors ça permet beaucoup de choses, d'avoir déjà des informations sur l'état du réseau si vous avez une panne, savoir combien de temps ça va se mettre. Évidemment, dans l'exemple que j'ai mis, tout est OK. Peut-être que j'aurais dû mettre une situation dégradée, mais vous aurez aussi des informations sur votre consommation si vous avez ouvert un compte sur Internet, sur Enedis, il faut le rapprocher du compte. Vous avez des informations sur la sécurité chez vous, parce qu'on parle beaucoup de danger du compteur, vous savez, enfin je ne vais pas rentrer là-dedans, mais en fait le vrai danger, il est sur votre installation.
le vrai danger, la sécurité, votre propre sécurité, elle est sur votre installation. La manière d'utiliser l'électricité, de protéger votre maison avec des disjoncteurs différentiels, etc., c'est hyper important. Et cette application vous donne quelques pistes. Et enfin, vous avez effectivement des aides aux économies d'énergie, comme l'a dit Sébastien. La sobriété énergique est aussi notre préoccupation principale. Nous-mêmes, nous essayons, grâce à la modernisation, de limiter les déplacements. C'est un des enjeux du compteur Linky, on le dit pas assez souvent, mais moins de voitures, moins de gasoil, moins de déplacements, puisqu'on pourra faire beaucoup d'opérations à distance, évidemment le relevé aussi. Donc la sobriété énergétique est au cœur de la modernisation d'Enedis. Voilà. Et puis un deuxième service parmi tous ceux qu'on propose, c'est l'open data. Alors l'open data, c'est pas la révélation de données personnelles, mais c'est une analyse globale des situations. Alors là, j'ai pris l'exemple dans le Cantal. Évidemment, ce sont des affichages, mais comme l'a suggéré Michel Rossi, nous faisons le maximum pour créer des tuyaux directs d'information et de transfert de données. Là, c'est un affichage qui est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir de compte sur des globalités. Alors, j'ai fait un zoom juste sur une commune proche d'Aurillac qui compte 1528 habitants. Donc, je ne révélerai pas parce que je ne me souviens plus de laquelle j'ai prise. Et qui a effectivement des informations sur la consommation globale, mais aussi sur le taux de logement collectif, sur des informations qu'on a regroupées avec celles de l'INSEE, avec toutes celles qui étaient disponibles sur l'open data. C'est une mutualisation. Je me souviens plus son monsieur de la Poste, qui a bien dit effectivement que c'était un des enjeux très forts, c'est de mutualiser, de se mettre tous ensemble pour limiter, je dirais, l'afflux de données en double, etc. Et pour que ces données-là soient vraiment utilisées de manière efficace et au service de la population et de tous les élus. Voilà. Merci. Merci beaucoup Alain, merci pour ce point. Et derrière, il y a aussi une proposition de valeur sur des réseaux électriques intelligents pour les collectivités, c'est-à-dire les mettre en capacité elles-mêmes de piloter différemment. On le sait, les histoires de chauffage, de gymnase, de température d'eau, des piscines, on sait que ce sont des gouffres financiers, et à partir du moment où on a la donnée, on peut le piloter à distance, on fait des économies tout à fait substantielles. Justine Guérin, vous êtes l'heureuse maire de Luzy, petite commune de la Nièvre, donc bourguignonne comme Giroud hier soir, qui lui n'a peur de rien, et vous non plus, puisque Luzy c'est le village du futur. Alors, merci. Bonjour à tous. Merci pour l'excellent accueil à Ruralytique. C'est la première fois pour moi et j'en suis aussi ravie. Avec plaisir. 2000 habitants dans un bassin de vie plutôt de 8000 dans le Morvan. Je suis aussi morvandaise avec l'attachement, je pense, à la terre, territoire, terre. Si je resitue un tout petit peu le contexte, on porte un projet depuis 2014, ce qui nous a servi de projet pour nos électeurs, on arrive au bout, on a tout réussi. Donc un projet justement pour un territoire, un projet de Luzy, mais pour un bassin de vie, ce bassin où vivent 8000 habitants, avec un fonctionnement voulu en réseau. Et pour des hommes et des femmes qui veulent venir vivre, qui veulent rester vivre dans ce territoire, et avec les hommes et les femmes. C'est un projet qu'on a construit avec la population. 2000 habitants, on a eu environ 600 participants. Bon score. Engagés, on a entendu plusieurs fois le mot aujourd'hui, engagés, qui croient en leur territoire, qui ont ouvert leur regard dans cette méthode participative. Donc un engagement fort avec une méthode très, très large. Bien sûr des réunions publiques, mais aujourd'hui c'est dépassé. On a fait vraiment des rendez-vous par quartier, par thème, par centre d'intérêt. On a mixé tout ça. Et c'est comme ça qu'au fil des 2 premières années, on a écrit ce concept, Village du futur, qui est ce village où voilà, on a envie de vivre, ce village, je dis parfois, et avec toute l'humilité derrière ça, le plus accueillant de France, et derrière accueil, ce sont toutes les valeurs, en respect à tous ces enjeux
dont on doit aujourd'hui prendre... il faut vraiment s'engager là-dedans. Enjeux, on l'a dit plusieurs fois, sociétaux. Hein, aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est pas celui d'hier. Engagements environnementaux, développement durable. Et c'est quelque chose de fort aujourd'hui qui parle aux gens. Enjeux économiques, hein, on en parlera tout à l'heure. Enfin voilà, tous ces enjeux, on les a vraiment dans nos tripes. C'est notre fil conducteur. Et finalement, la population s'y est retrouvée. On les a embarqués, je pense, dans le projet. Donc, Village du futur, c'est bien sûr, on a bénéficié aussi du dispositif Revitalisons nos centres-bourgs, notre centre-bourg. Et là, revitalisons, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est ramener de la vie. Et dans la vie, c'est les flux, la population, les clients, les activités et les emplois. Faire l'inverse de ce qu'on a fait il y a quelques années, où on a un peu tout emmené à la périphérie des villes, et même dans les petits villages, c'est arrivé. On a fait des zones artisanales, on a fait des délotissements, on a emmené des activités essentielles à la périphérie, puis après on dit « Ah ben le centre-bourg, il est mort ». Aujourd'hui, nous, dans ce projet, on ramène tout dans le cœur du village. Notre projet, il porte là-dessus. C'est-à-dire toutes les activités qui font la vie, on les a ramenées au plus près des commerces. On a essayé de reconnecter tout au centre-bourg et pour apporter une réponse au commerce, aux commerçants qui aujourd'hui se désolent et s'inquiètent de l'avenir. Donc on a raisonné en pôle, c'est-à-dire que les activités, on les a réunies quand elles sont dans un même domaine d'activité, sur les mêmes centres d'intérêt, on les a réunies dans le même site et on a essayé de faire travailler ensemble ces personnes-là. On a créé des accueils communs, parce qu'aujourd'hui, tous les outils, c'est extraordinaire. Numérique, tout ce qu'on a à disposition, sauf s'il n'y a pas l'homme ou la femme qui porte, qui anime, ça ne marche pas. Donc on a essayé de réinventer ce centre-bourg. Alors autour de fonctions qui sont essentielles et qu'on doit animer ensemble. On ne fait pas séparément un jour de l'économie, un jour du tourisme, un jour de l'habitat. Non, c'est un projet qui repose sur ces fonctions essentielles que sont d'abord l'identité du village, ce qu'on veut en faire, cette âme qu'on doit lui donner, où la culture a une forte place, où l'environnement a une forte place, où la nature réintègre ces centres-bourgs, où il y a une vie sociale. Donc identité, âme du village. Deuxième fonction, l'habitat. Ces bâtiments vides qu'on a vidés par mode, aujourd'hui on les réinvestit. Donc c'est comment on remet des commerces en rez-de-chaussée, des appartements aux étages. Comment on embarque les propriétaires à faire des travaux, à rénover. Comment on les aide dans ce programme d'amélioration de l'habitat. Donc on est allé chercher tous les dispositifs financiers pour sensibiliser, mais aussi embarquer tous ces propriétaires et rénover ce patrimoine d'un centre-bourg qui est beau. On a créé un fonds façade pour essayer de donner cet embellissement à tous nos bâtiments. Donc tout ça, l'habitat, on l'a voulu, et en plus, on a embarqué les artisans du bâtiment. Le projet, on leur a toujours dit depuis le début, c'est pour vous. C'est à vous d'emporter, de répondre aux appels d'offres et d'emporter ces marchés. On les a aidés, on a fait des réunions avec la Chambre des métiers, on a fait pour qu'ils obtiennent tous les labels. Aujourd'hui, tous nos travaux, nos grands chantiers sont emportés par des artisans locaux. Donc j'ai dit identité, habitat, bien sûr, économie, nouvelle vie économique. Comment on aide ce commerce aujourd'hui en difficulté pour aller vers ce e-commerce, vers ce commerce de qualité. C'est ce qu'on voit à l'écran. Exactement, voilà. C'est-à-dire à la fois du web et du circuit court. Voilà, du circuit de la court. mondialisation et du local. C'est ça. Et comment on va plus loin pour inventer des services nouveaux, parce qu'ils peuvent rendre plein de services, ces commerçants, ces artisans de nos bourgs, ils ont un savoir-faire, ils vendent des choses belles. Par contre, ils sont
ils ont besoin, ils ne peuvent plus aujourd'hui aller faire de la livraison à domicile dans les petits villages. Nous, on est entourés de petits villages. Ces petits villages, ils ont tout perdu. Et bien, dans notre projet, on a intégré ça. L'idée, c'est que grâce à l'outil dont je vais parler dans 2 minutes, qui nous permet de mettre en lumière et en dynamique ce territoire, on va pouvoir aller créer une sorte de drive rural. Cette conciergerie rurale mobile pour aller porter les services et les produits au plus près. Donc, 3e fonction économique. Et 4e, c'est ces services. 4e fonction très structurante, ces services dont on a tous besoin. Et si on veut garder cette vie, ces habitants et en attirer d'autres, c'est au travers de ces services. Donc là, il nous faut une politique d'accueil et d'attractivité très forte. Des outils numériques, et je le répète, des outils numériques avec des hommes et des femmes qui les animent. Et c'est grâce à ça qu'on a voulu se doter d'un outil qui est performant, qui soit pour nous, qui nous permette d'avoir toutes les briques pour installer cette place de marché, c'est-à-dire qui va aider nos commerçants à être en lumière, en vitrine, à vendre leur savoir-faire, leurs produits, leurs services. À côté de ça, une brique qui va être plutôt proposer les services de la collectivité. Les services de la collectivité, parce qu'elle a plein de services, elle a un rôle essentiel, et ça doit être mis en lumière. Donc ces briques, elles sont faites pour tirer tout le monde vers le haut. Donc cet outil, c'est pas simplement un outil de business pour vendre des produits, c'est un outil où on veut fidéliser, faire adhérer tous les acteurs du territoire, c'est-à-dire les commerçants, les artisans, les entreprises, les associations, tous les services, et mettre ça en lumière. Ce territoire, il mérite ça. Il a tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, il faut qu'on le rende plus lisible, plus visible et peut-être plus accueillant grâce à ces personnes qui vont animer. Donc on se donne les moyens dans cette politique d'accueil et d'attractivité, et la mairie a ce rôle de mairie du futur. C'est elle qui doit faire ce portage politique pour embarquer tout le monde. Quand on dit acheter à l'USI, c'est vivre à l'USI, embarquer à l'USI pour vivre bien. Voilà l'objectif de cette plateforme. C'est un outil, mais c'est surtout un moyen de rassembler, de fédérer et d'être fier de montrer ce qui se passe sur ce territoire et d'attirer plein de nouveaux habitants. La conclusion maintenant, c'est que depuis 3 ans, on accueille chaque année 80 nouvelles familles qui ont choisi de vivre là parce qu'il y a le cadre, il y a le Morvan, c'est beau, on est bien, on est ouvert, mais parce qu'il y a une offre globale, des services, santé, commerce, dans tous les domaines, et il y a certainement des valeurs qui commencent à transpirer et où les gens se retrouvent et qui ont envie de vivre dans notre territoire. Merci. Parce qu'il y a le cadre de vie, parce qu'il y a des services et parce qu'il y a vous, Madame Jocelyne Guérin, on le sent. Merci beaucoup. Alors, vous avez parlé de mairie effectivement du futur. Alors la mairie du futur, c'est celle que nous propose depuis déjà plusieurs années Lorenzo Estève Vermeil, président de Net 15. Moi, je suis un peu marri, effectivement, presque chaque année, de voir que ça bouge d'un pouillème, le nombre de mairies qui ont un site internet. Alors, je rappelle les chiffres, hein. Un tiers ont pas de site. Comment c'est possible de décider d'être invisible aux yeux du monde. Le deuxième tiers a un site de première génération, c'est-à-dire une plaquette papier qui a été mise en ligne. Et puis bon, le 3e tiers, évidemment, a des sites internet qui rendent des services et qui sont mis à jour avec des vraies actualités. Et plus, effectivement, on monte en qualité, plus on monte en taille de collectivité. Mais il y a des solutions, y compris pour les petites collectivités. C'est ce que Lorenzo défend depuis plusieurs années. Alors bonjour à tous. Donc en dehors de ma casquette de président, je suis aussi élu municipal. Donc du coup, c'est un peu cette Ta commune fonction. a un site ? Oui, ma commune a un site et il est chez moi. Non, attention. Voilà, donc oui, ma commune a un site depuis plusieurs années, avant même que je reprenne la présidence de ma société. Elle avait un groupe dans ma société. Voilà. Donc du coup, ce qui est surtout important, quand il y a un site, c'est effectivement, il y a des sites de première génération, il y a tout plein de choses ou autres, mais surtout, il faut penser, on entend beaucoup parler de dématérialisation, etc. C'est toujours obscur, des fois c'est très simple. Comme on parlait à un moment donné, la déclaration des impôts en ligne, tout le monde maintenant y passe, et c'est vrai que c'est bien fait. Par contre, quand on doit demander des choses à une commune, ben c'est toujours plus compliqué.
Pourquoi c'est compliqué? Parce qu'en fait, on n'a pas toujours une égalité d'accueil. C'est-à-dire que moi, dans mon petit village de 350 habitants, la mairie est ouverte le lundi matin, le mercredi matin et des fois le vendredi soir. Je n'ai pas toujours le bon créneau horaire pour aller faire une demande ou autre. Donc le principe, c'est d'avoir... j'ai trouvé un peu une analogie en réfléchissant au sujet. Ben, pour moi, on doit trouver la boutique en ligne des mairies. C'est-à-dire cette façade H24 que l'utilisateur aujourd'hui va pouvoir utiliser tout le temps quand il en a besoin, notamment sur la ville d'Aurillac. J'ai vu que sur l'Arbi, je ne suis pas aurillacois, mais je l'ai vu comme sur l'Arbi, pour déclarer par exemple un problème sur une route ou autre, il y a une application et ils peuvent faire une photo du problème ou autre et ça déclenche des interventions très rapides. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, pour avoir une égalité de service, une amplitude d'horaire d'ouverture, on va devoir avoir des dématérialisations de démarches, mais qui doivent rester un outil. Parce que derrière l'outil, comme on dit souvent, il y a des hommes. Et c'est les hommes qui utilisent l'outil. Le service se met Donc en à un moment donné, il ne faut pas voir la dématérialisation des démarches comme une substitution, mais plus comme un outil. Voilà, c'est vraiment la chose qui est vraiment très importante. C'est-à-dire que la dématérialisation, ce n'est pas une finalité. C'est surtout ça. Donc, l'intérêt de l'outil, c'est qu'il soit simple, efficace, qu'il améliore justement la manière qualitative de l'utilisation, qu'on puisse avoir un suivi, une centralisation des informations, comme on en parlait, de différents acteurs, etc. De surtout pouvoir voir aussi les historiques. Parce que combien de fois dans la mairie, moi, en tant qu'élu, j'ai pu suivre un petit peu, on ne se souvient pas trop quand est-ce qu'a été fait telle démarche, quand est-ce qu'on a été fait d'autres choses ou autres. Et certains logiciels de mairie ne sont pas toujours là pour suivre les démarches autres, ils sont là pour gérer la compta, pour gérer d'autres choses, mais ils n'ont pas de choses pour les démarches. Donc, à un moment donné, on doit essayer de trouver un sorte de point crucial pour l'utilisation de la dématérialisation à travers différentes plateformes. Alors, je tiens quand même à saluer, moi, particulièrement, le site du service public, qui est, entre guillemets, un concurrent, oui et non, parce que je me sers de leur base de données, servicepublic.fr, qui est quand même ultra dynamique, qui a un blog hyper intéressant, qui a aussi une grosse équipe pour le faire tourner, mais ça, c'est des choses qui sont quand même très utiles. Sauf que quand on veut faire une démarche, certaines mairies sont connectées parce qu'ils ont des outils relativement onéreux. Les petits villages comme le mien, on ne peut pas être connecté. Donc du coup, on va avoir des pseudo-formulaires qui marchent plus ou moins bien, et c'est là où on arrive dans le circuit du combattant, justement à dire, mince, en fait, je veux faire quelque chose de simple, il y a un site internet, mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne me renvoie pas sur le site de la commune ou autre, donc voilà. Donc, c'est à travers tout ça qui forge notre quotidien, parce que donc on travaille avec beaucoup de mairies tous les ans pour leur refaire des sites. On a aussi, malgré tout, notre lot aussi, à Net15, de personnes qui ont des sites chez nous depuis plus de 10 ans, qui ne veulent pas le refaire. On a les outils, on a le savoir-faire, ils ne veulent pas. Donc à un moment donné, c'est aussi dur de convertir. Voilà. Donc du coup, en tout cas, voilà. Donc ce qui est important, c'est d'arriver à faire une plateforme disponible à toutes les petites mairies. Donc ça, c'est un peu le but de mon outil WebC Mairie. C'est-à-dire qu'on le fait évoluer en fonction des besoins. Donc demain, dans les prochaines versions, on a intégré parfaitement... Alors, le RGPD, c'est acquis de manière simple. Et pour une mairie, ça paraît toujours compliqué, mais en fait, côté Internet, c'est très simple. À partir du moment donné où on ne lance pas de traitement, parce qu'en fait, la mairie, elle, veut juste recueillir des besoins, le RGPD est simple. Il suffit juste de stocker de manière sécurisée, ça, c'est mon job. Voilà, et la mairie, elle a juste à utiliser les besoins. Parce qu'on ne va pas reprocher à une mairie d'avoir reçu un formulaire pour demander une information. Donc, quoi qu'il arrive, le RGPD de ce côté-là est simple. Donc, le principe, c'est de faire une plateforme simple et intuitive. Donc ça, effectivement, il y a des outils, il n'y a pas que moi sur le marché, heureusement, voilà, qui fait des plateformes simples et intuitives. Et surtout, voilà, de garder un outil. Mais surtout, moi, ce que j'aimerais bien voir, c'est à quoi vont ressembler les démarches de demain. Parce que c'est toujours bien de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui. On voit les difficultés, et les difficultés, on arrive à les faire. À trop faire comme sur WebC, on arrive à faire des modules de démarches administratives qui envoient par mail, qui arrivent à se suivre ou autre. On arrive sur la prochaine version avec une automatisation de la saisine, pour que les personnes comprennent la saisine quand on en parle à des particuliers, on ne sait pas du tout ce que c'est. En fait, c'est le fait de faire une demande à sa mairie, sauf que la demande, acceptation, c'est bon, mais quand on n'a pas de réponse, il y a des fois réponse vaut acceptation ou réponse vaut refus. Comment est-ce qu'on fait? Où en est le dossier? Qui le gère, etc. La loi a tout bien encadré depuis 2 ans, mais sur les sites internet, c'est un désert. Donc le principe,
c'est de pouvoir avoir cet applicatif et qu'à tout moment, avec un sorte de compte citoyen, soit par France Connect, soit différents moyens ou autres, on arrive à avoir un vrai suivi des demandes, de savoir qui est en charge dans la mairie, on a ses coordonnées, on a tout ce qu'il faut, tout ce que prévoit la loi. Mais aujourd'hui, la saisine sur les sites de mairie, c'est un email. C'est la petite ligne que prévoit la loi de service minimum. Aujourd'hui, les gens, ils veulent pas le minimum. Je veux pas juste écrire un mail à ma mairie ou au maire, ou etc., pour avoir quelque chose. Je veux avoir une info, savoir où ça en est, qui le traite. On a tous des délais de traitement. Et c'est normal, mais ce qu'on veut juste, c'est l'information. Donc aujourd'hui, il faut apporter l'information aux gens. Et moi, donc, les démarches de demain, on en a entendu parler dans les enfants, on en parlait tout à l'heure, par exemple le RIC, des choses comme ça ou autre. Ben, demain, pour moi, les futures démarches, ça va être aussi des démarches citoyennes ou autres, de participation ou autre. C'est du coup d'avoir des plateformes qui permettent de recueillir des informations. Quand je vois la pile de papier que j'ai à chaque élection, celle qui est en plus dans les bureaux, etc., aujourd'hui, on est très bien en mesure d'envoyer un papier avec un code unique pour pouvoir faire des votes. C'est un papier et pas 72. Et il y a quand même des choses, peut-être pas pour des élections, parce qu'on n'est pas encore prêt pour ça, je pense, mais pour des avis, pour des choses comme ça, de dire, ben voilà, vous avez 1 semaine, 2 semaines pour voter, parce que c'est facile de dire, ah, j'étais pas là ce week-end là-haut. Moi, je suis aux urnes, contraint et forcé, mais j'y suis. Donc, le principe, c'est de dire, on a des choses, on peut envisager, on peut simplifier, et voilà. Et la démarche, c'est vraiment, il faut garder, c'est l'outil. On ne va pas remplacer l'humain, on va aider l'humain à aller plus loin dans ses démarches et à avoir cette fameuse boutique en ligne pour les mairies, qui sera, j'espère, une plateforme, mais qui sera, à mon avis, qui ne passera pas par quelque chose de national, mais vraiment par des outils très précis qui permettront de le faire. Et j'espère très locaux, voilà. Merci Lorenzo. Alors, l'USI et Net15 exposent dans le Smart Village, donc vous les retrouverez au moment du déjeuner qui sera dans un quart d'heure. Je voulais vous remercier et je voudrais que vous applaudissiez nos panélistes de cette dernière séquence.